Notre invité cette semaine est Awa Don-Melo. C'est un des 5 candidats à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire prévue ce 25 octobre. Et il est avec nous depuis Abidjan. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous êtes un fidèle de l'ex-président Laurent Gbagbo. Vous étiez même vice-président de son parti, le PPACI, mais vous en avez été exclu suite à votre décision de vous porter candidat à la fonction suprême. Alors, vous dites que c'est une décision qui a été motivée par l'exclusion de Laurent Gbagbo de la liste électorale et votre volonté d'incarner un plan B. Vous avez été exclu de son parti, le parti ne veut pas vous soutenir. Est-ce que vous avez trahi Laurent Gbagbo? Bien, j'ai été exclu de la direction du parti, mais pas de l'esprit des militants ni de leur cerveau. Et donc, pour moi, je reste toujours, par rapport à nos militants, un élément important dans leur esprit, et c'est eux qui ont porté mon parrainage. Par conséquent, pour moi, cette candidature-là est beaucoup plus portée par la gauche ivoirienne, mais aussi par la société civile, qui veut des élections apaisées sur toute l'étendue du territoire et qui a envie d'un changement profond. Et donc, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un changement profond, surtout au regard des enjeux géostratégiques, et que nous devons aller de l'avant. On peut se poser la question de savoir à qui profite le crime. Combattre des opposants, c'est la meilleure façon de faire gagner celui qui est au pouvoir et de ne pas mettre fin à son mandat. Donc moi, j'ai décidé de mettre fin et au mandat du président Alassane Ouattara, mais aussi fin à son régime. Parce que le plus important, c'est pas sa personne, c'est le régime qu'il incarne aujourd'hui, que les Ivoiriens veulent tourner la page après 15 ans d'exercice de ce régime-là. Je veux quand même en revenir à ce qui s'est passé, parce que officiellement, donc, le PPACI ne va pas vous soutenir, vous êtes donc mis sur le côté, mais est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé, ou est-ce qu'il y a eu une sorte d'accord secret entre vous et Laurent Gbagbo, par lequel, sans le dire, sans le proclamer, il vous autorise à être candidat finalement en son nom? Ben, vous comprenez que tout ce qui est secret est secret. Et donc, pour le moment, je ne peux pas dire exactement les discussions qu'on a eues sur cette affaire. Et pour moi, ça reste une affaire entre Laurent Gbagbo et moi, un camarade de très longue date, depuis plus de 40 ans. Et donc, par plusieurs canaux, on a la possibilité de se parler. Donc, vous n'excluez pas aujourd'hui sur France 24 que vous êtes là avec son accord, même s'il est secret? Je crois qu'il est bon de tourner cette page parce que je n'en dirai pas plus. Alors, pourquoi être candidat? Tout ce que je peux dire, c'est que le débat qui a commencé en interne se poursuit. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous pensez toujours pouvoir obtenir le soutien de son parti si Laurent Gbagbo, comme il est probable, ne pourra pas se présenter? Avançons. J'ai le soutien d'une bonne partie des militants, c'est l'essentiel. Pourquoi est-ce que vous êtes candidat à une élection que beaucoup d'observateurs considèrent comme courue d'avance? Vous êtes face à Alassane Ouattara, la machine du pouvoir, la machine de son parti. Vous vous avancez comme indépendant, c'est perdu d'avance. Pourquoi être candidat? Ben, à travers l'histoire de la Côte d'Ivoire et du monde, on a vu des machines très lourdes qui se sont écroulées en une seule journée. Par conséquent, ce n'est pas la lourdeur de la machine qui doit nous anesthésier. Au contraire, ça prouve que le challenge il est nécessaire, surtout que les fruits de ce régime-là, malgré les acquis en matière d'infrastructure, et bien sur le plan purement social, je ne parlerai pas de désastre, mais la pauvreté a beaucoup augmenté. Et donc nous pensons qu'il est temps de passer de la droite à la gauche, et donc une candidature de gauche comme la mienne peut permettre à l'amélioration des conditions d'existence de la population ivoirienne. Alors, vous parlez de la gauche ivoirienne. Il y a une autre candidature, évidemment, de gauche, c'est celle
de l'ex-femme de Laurent Gbagbo, Simone Eyive Gbagbo. Elle est candidate pour la gauche. Elle a reçu le soutien il y a quelques jours d'un autre ancien ministre de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet. Est-ce que vous l'appelez à se rallier à vous, ou est-ce que vous êtes prêt à vous rallier à elle, ou est-ce qu'il faut aller chacun de son côté, au risque de la division de la gauche, évidemment? Bien, Simone Gbagbo et moi, nous sommes toujours en relation. Et donc, dès l'annonce des candidatures, nous avons repris contact et nous sommes en train de discuter pour adopter une stratégie commune entre Blé Goudet, Simone Gbagbo et moi-même. Et donc, cette stratégie commune va s'élargir à d'autres candidats qui ont été exclus et à toutes les négociations souterraines que nous sommes en train de mener pour que, au soir du 25 octobre 2025, eh bien, il y ait un changement de régime et la fin du mandat du président Alassane Ouattara. Quand vous parlez de candidats qui n'ont pas pu se présenter, bon, on a évidemment parlé de Laurent Gbagbo, il y a Tidjane Thiam, il y a Pascal Affi-N'Guessan. Aujourd'hui, est-ce que, comme eux, vous réclamez toujours peut-être un report des élections afin qu'ils puissent être réintégrés, ou vous dites, écoutez, on est à quelques jours à peine du scrutin du 25 octobre, c'est trop tard, il faut qu'ils me soutiennent moi ou Simone Eyive Gbagbo? Bien, vous savez, tout près de nous au Sénégal, on a vu la même situation où c'était bloqué. On ne pouvait pas reporter les élections. Et l'électorat dans sa globalité, ainsi que les leaders politiques, ont opté pour des choix qui puissent permettre de sortir de cette situation-là en mettant fin au régime de Macky Sall et aussi à sa volonté de faire un troisième mandat. Et donc l'exemple est là. Eh bien, il faut tout simplement que les différents acteurs politiques comprennent qu'une issue démocratique est possible à la volonté de souveraineté des peuples ivoiriens. Vous avez des liens avec la Russie, hein, vous avez même travaillé en lien avec leurs autorités, vous avez passé pas mal de temps là-bas, vous avez été conseiller spécial du patronat, vous avez rencontré ces derniers temps des officiels. Alors une question toute simple, est-ce que vous êtes l'homme de Vladimir Poutine en Côte d'Ivoire? Ben, vous savez, j'ai travaillé dans les laboratoires français, je ne suis pas pour autant l'homme des Français, je suis un Ivoirien. Je travaille aujourd'hui en Russie parce que j'ai été en exil chez moi, j'ai été contraint en exil chez moi et toutes les opportunités qui me sont offertes, je les ai saisies pour pouvoir au moins survivre non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan social et sur le plan économique. Et donc je suis en Russie, d'abord en tant que vice-président de l'Alliance internationale de BRICS. C'est une opportunité qui me permet de survivre pour un exilé. Et donc, je suis revenu d'exil en maintenant cette position-là. Et donc, je suis vice-président de l'Alliance des BRICS et j'exerce les fonctions qui sont les miennes sur instruction, évidemment, des responsables qui gèrent cette organisation. Maintenant, je suis en Côte d'Ivoire en tant que candidat à la présidence de la République. C'est deux attitudes différentes. Je ne suis plus au laboratoire des ponts et chaussées de Paris, ni vice-président de l'Alliance des BRICS. Je suis en Côte d'Ivoire pour une autre orientation, c'est-à-dire la conquête de la démocratie, de la souveraineté pour mon pays, mais aussi le panafricanisme pour tout le continent africain, dans un monde multipolaire où maintenant, ça nous donne beaucoup plus de liberté de choisir les partenaires que nous voulons, que ce soit des partenaires de l'Ouest, du Moyen-Orient ou de l'Est. Eh bien, cette grande ouverture-là laisse la possibilité à tous les pays africains souverains qui n'ont pas de lien incestueux avec l'ancienne puissance coloniale de déployer une diplomatie internationale qui puisse permettre de chercher toujours le meilleur pour leur pays, le meilleur pour l'Afrique. Et moi, mon slogan, c'est le meilleur pour la Côte d'Ivoire et le meilleur pour l'Afrique. Rapidement. En allant partout chercher la technologie appropriée. Rapidement, vous avez parlé des liens incestueux avec l'ancienne puissance coloniale. Deux questions très concrètes. Est-ce que vous allez dénoncer, si vous êtes élu, les accords de coopération et de défense avec la France, hein, les soldats français sont partis, mais ces accords sont toujours en vigueur. Et est-ce que vous allez sortir du franc CFA?
Eh bien, la sortie du franc CFA, je dirais même c'est l'évidence même dans la mesure où toute l'Afrique de l'Ouest, zone francophone, zone anglophone, zone lusophone, etc., eh bien, toute l'Afrique de l'Ouest a mis en chantier une monnaie unique qui est l'éco. Et cette monnaie-là a fait du chemin. Tous les textes sont prêts, tous les éléments, toutes les institutions sont prêtes. Il suffit tout simplement de dénoncer l'accord de coopération monétaire entre la Côte d'Ivoire et la France et que plusieurs pays francophones fassent la même chose pour qu'on mette directement en œuvre l'éco, qui est une monnaie souveraine et qui ne doit plus être arrimée à l'euro ou à n'importe quelle autre monnaie, et qui doit être une monnaie autonome et souveraine. Et donc, moi, ma première décision, l'une des premières décisions, c'est évidemment de dénoncer les accords monétaires entre la Côte d'Ivoire et la France. Et les accords de défense ? Les accords de défense, on n'a pas invité par négociation la base militaire française à être en Côte d'Ivoire. C'est, je dirais, la conférence de Berlin de 1884 qui a donné pouvoir aux armées coloniales de pénétrer notre continent et de le dépecer. Et cette armée-là garantit les rapports de production asymétriques entre la Côte d'Ivoire et la France. Et nous pensons que le départ de cette armée-là est une très bonne chose, mais la rupture des accords de défense nous donne l'autonomie nécessaire pour pouvoir négocier et coopérer en matière de défense avec tous les autres pays de la planète. Et c'est dans cette direction-là que nous irons en dénonçant les accords de défense.